Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité, une actualité riche par ses rebondissements. Et quel rebondissement lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a affirmé que son pays soutenait, je cite, une solution politique mutuellement acceptable en ce qui concerne la colonisation de ce pays par le Maroc. Pedro Sánchez va encore plus loin en affirmant le soutien de l'Espagne au peuple sahraoui. S'agit-il d'un retour forcé à la raison ou d'une volte-face imposée par les impératifs de la crise énergétique aux conséquences désastreuses sur l'Europe et en particulier sur l'Espagne, dont ce même Premier ministre a préféré un jour sacrifier sa relation avec l'Algérie au profit d'un plan marocain contraire à la légalité internationale? Cette intervention est, le moins que l'on puisse dire ou en dire, un véritable camouflet en tous les cas pour Rabat qui perd de plus en plus de terrain sur le plan international. Sur le dossier de la décolonisation sahraoui d'abord, par l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui a affirmé sans équivoque le caractère d'occupation des territoires sahraouis contrôlés par le Maroc. Pour en parler avec nous ce soir, nous accueillons sur ce plateau même M. Saïd Ayachi, président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Monsieur Ayachi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également par Skype Monsieur El-Khanti Bala, il est militant et journaliste sahraoui. Monsieur El-Khanti Bala, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Merci. Monsieur Saïd Ayachi, je commence avec vous et la question est très simple. Alors, comment expliquer ce revirement, si on peut l'appeler ainsi? Je dirais peut-être d'abord comment apprécier ce revirement. Voilà. Dans sa déclaration, Pedro Sánchez, au nom de l'Espagne, donc dit que l'Espagne donc soutient pleinement le travail de l'envoyé personnel du secrétaire général, c'est-à-dire de M. de Mistura, et qu'elle juge absolument nécessaire le travail de cet envoyé personnel. Il faut comprendre par là que l'Espagne, maintenant, revient à une raison diplomatique, c'est-à-dire qu'elle soutient le processus politique qui est en train de se dérouler sous les auspices de l'ONU, par l'intermédiaire de l'envoyé personnel du secrétaire général. Si on parle de processus politique, il faut parler des négociations, puisque c'est ça. Et si on parle des négociations, il faut qu'on parle du référendum d'autodétermination. Donc, oui, c'est intéressant. C'est intéressant, mais à mon sens, insuffisant. Pourquoi c'est insuffisant? Oui. C'est insuffisant parce qu'on ne retrouve pas encore la terminologie des déclarations passées. Le style même, on n'a pas parlé de peuple sahraoui, il a parlé des réfugiés sahraouis. On n'a pas parlé d'autodétermination encore. Mais ne faisons pas trop la fine bouche, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils sont en train de négocier un virage qui est très dangereux, qu'ils jugent en tout cas dangereux, et qu'ils vont revenir à la position qu'on connaît, celle de l'Espagne, parce que tout simplement, Sánchez lui-même, mais son gouvernement, toute l'Espagne se rendent compte maintenant, réalisent que l'Espagne est en train de payer très lourdement la volte-face de mai 2022. D'abord, bien sûr, en premier lieu avec l'Algérie, même dans un contexte de Méditerranée occidentale, oui. Elle est en train de se déclasser. Oui, très bien. Alors, Monsieur El-Khanti Bala, comme vient de le dire donc Saïd Ayachi, il faut peut-être prendre les choses avec un petit peu de satisfaction, disons, souhaitable. La déclaration, où il a fait ça dans son discours donc à l'ONU, c'est une reconnaissance internationale. Il a voulu peut-être le faire justement pour dire que voilà, si vous voulez, je rétro-pédale quelque part. Oui, tout à fait. Et là, Pedro Sánchez prend à témoin les pays des Nations Unies. Il leur dit clairement que l'Espagne revient à sa position initiale, c'est-à-dire conforter les efforts des Nations Unies en matière de résolution de ce conflit de décolonisation et en même temps le soutien à une solution acceptée par les deux belligérants, à savoir le Front Polisario et le Maroc. On est loin des déclarations hautement dangereuses, irresponsables, du même responsable lorsqu'il avait qualifié la solution marocaine comme la plus sérieuse, la plus crédible, etc., etc., etc.
c'est quelque chose c'est un revirement très important. Certes, encore faudra-t-il que l'Espagne continue sur cette même démarche, voire même aller au-delà, parce que le peuple sahraoui attend plus que ce fameux mutuellement acceptable qui est complètement injuste, chacun le sait. Comment peut-on mettre sur le même pied d'égalité le bourreau et sa victime, demander au bourreau de s'entendre avec sa victime mutuellement? C'est un véritable piège que certains pays ont voulu y mettre le peuple sahraoui, mais le peuple sahraoui, par sa lutte, l'a mis en échec. Aujourd'hui, ce retour forcé du Premier ministre est une véritable victoire pour le peuple sahraoui. Et comme je le disais, faudra que l'Espagne confirme ce choix et se mette dans le cadre de la légalité internationale et laisser ce conflit se résoudre dans le cadre de la légalité. Monsieur Saïd Ayachi, pourquoi ce revirement? Est-ce que ça répond réellement à des impératifs, comme je le disais tout à l'heure, de crise économique, de crise énergétique? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le Premier ministre va justement faire actionner toute la machine qui va suivre cette déclaration, à savoir renouer ses relations avec les pays avec lesquels il a bien sûr cherché des problèmes? L'analyse qui a été faite en mai 2022, lorsqu'il y a eu la volte-face de Pedro Sanchez sur la position de l'Espagne concernant le conflit du Sahara occidental, c'est-à-dire en fait l'alignement sur les thèses marocaines d'autonomie. Maintenant, on l'avait dit dans le temps que Pedro Sanchez avait fait de mauvais calculs. Qu'il ait fait ces mauvais calculs sous la pression, sous le chantage, c'est un autre problème, mais en tout cas le résultat est là. Oui. L'Espagne a changé de position, en tout cas le gouvernement. Premièrement, d'abord, il y a eu une levée des boucliers quasi générale en Espagne. Je ne parle pas de la société civile dans son écrasante majorité, mais les partis politiques, le Parlement espagnol, les diplomates, les anciens diplomates espagnols, les anciens chefs de gouvernement espagnol, en tout cas je parle d'Aznar, et tout ça ont tout de suite compris que Pedro Sanchez venait de faire une très très grosse erreur qui porte atteinte aux intérêts de l'Espagne. Et Pedro Sanchez lui-même, maintenant, ce qui le force, ce qui le ramène, j'allais dire, à la réalité des faits, d'abord, ça a été la riposte vigoureuse et sans concession de l'Algérie vis-à-vis donc de l'Espagne. L'Algérie qui a motivé d'ailleurs sa riposte, sa position, où, je le rappelle, il y a eu le rappel de notre ambassadeur, il y a eu la suspension du traité d'amitié signé en 2002, et tout ça a fait, plus évidemment, il y a eu, qu'on le veuille ou pas, de façon quotidienne, le tarissement des affaires commerciales entre l'Espagne et l'Algérie. Et ça, c'est l'Espagne qui a été la plus grosse perdante, bien entendu. Si on ajoute le problème du gaz, qui maintenant est devenu un produit super stratégique en Europe, lorsqu'on sait ce qui se passe justement en Ukraine, et on sait comment tous les pays européens souffrent du gaz. L'Espagne s'est même fait, j'allais dire, remonter les bretelles, si vous me passez l'expression, par certains pays européens en disant on avait quand même un approvisionnement qui était régulier et fiable, et par cette position tout à fait malheureuse, il est remis en cause. Et c'est la réalité. Maintenant, le fait que Pedro Sanchez a réalisé cette erreur monumentale qu'il a commise, et il essaie, bien entendu, mais je pense par étapes, il essaie de faire retrouver à l'Espagne d'abord sa position qui, en toute clarté, en toute franchise, était une position respectable. Elle n'était peut-être pas au niveau de ses responsabilités historiques dans le dossier sahraoui, mais elle était en tout cas respectable, puisqu'elle respecte la légalité internationale et qu'elle permet au peuple sahraoui de s'autodéterminer. Ce n'est plus le cas lorsque, en mai 2022, lorsque Sanchez a fait sa volte-face. C'est peut-être en train de revenir et c'est tant mieux. Mais en tout cas, les dégâts sont énormes pour l'Espagne, les dégâts sont énormes pour la diplomatie espagnole, les dégâts sont énormes dans les relations de l'Espagne avec l'Algérie, par exemple. Et puis maintenant, la position de l'Espagne au sein de l'Europe n'est plus la frontière sud de l'Europe. C'est un pays déclassé qui n'a plus l'importance
j'allais dire, stratégiques en Europe, comme l'Italie, là maintenant, justement, et surtout après l'embilie dans les relations algéro-italiennes. Très bien. Monsieur Kantibala, est-ce que vous pensez plutôt que ce discours ou ce passage qui a été consacré au dossier sahraoui va, si vous voulez, aujourd'hui avoir plus de clémence vis-à-vis des Espagnols pour leur Premier ministre? Et surtout, est-ce que ça va rétablir la grande erreur qui a été faite par le Premier ministre espagnol? Peut-être. Je crois qu'en faisant une telle déclaration, Pedro Sánchez pourrait avoir l'œil sur son opinion publique interne, car la cause sahraoui est très populaire en Espagne, Oui. Que ce soit au niveau de la rue ou que ce soit au niveau des partis politiques. Et donc, il ne peut pas se mettre à dos l'opinion publique espagnole. On continue à adopter une telle attitude complètement, d'ailleurs, contraire à la fois à ce que s'entend l'opinion publique espagnole et également contraire au droit international. Donc il est possible qu'il y ait ce calcul, mais je suis de l'avis de M. Ayashi que aussi les fortes pressions qui ont été exercées par certains pays européens, mais également par l'Algérie, dont la position a été extrêmement déterminante dans cette position étrange de Pedro Sánchez, a fait se rendre compte à ce Premier ministre que finalement, en s'alignant sur des thèses complètement exécrables du Maroc, ne menait à rien, ni son pays, ni son parti, ni lui-même, qui d'ailleurs, et ça, ce serait probablement l'une des raisons de ce volte-face du Premier ministre, c'est que probablement, lui-même serait probablement impliqué également dans ce qu'on pourrait probablement dans le futur appeler participation aux crimes de colonisation, en menant une politique qui aggrave la situation du peuple sahraoui et conforte la colonisation de son pays. C'est un tas de paramètres qui probablement auraient poussé ce Premier ministre à changer d'attitude. C'est tant mieux pour le peuple sahraoui, pour le droit international, et on verra la suite. Oui, allez-y, vous voulez réagir, oui. Une rectification pour M. Pedro Sánchez et un autre point d'analyse. D'abord, cette déclaration du chef du gouvernement espagnol, qui représente l'Espagne, donc, est une sorte de reconnaissance indirecte que l'Algérie est bien le pays pivot de la Méditerranée occidentale. Et donc, on revient au concept que l'Algérie est un pays pivot, c'est le pays qu'il faut, avec lequel il faut traiter, c'est le pays le plus important dans la région, puisque de toute façon, on a essayé l'autre et ça n'a pas donné ce qu'il faut donner. C'est très important pour l'avenir des relations et de l'équilibre dans la région. Oui, et puis le deuxième truc, M. Sánchez, je me permets de le démentir ici à Al24 parce qu'il parle comme quoi l'Espagne est le premier contributeur de l'aide humanitaire pour la population sahraoui. On a parlé de population sahraoui et pas de peuple sahraoui. Oui. Et là, je le dément, chiffre à l'appui, que c'est l'Algérie qui est le premier contributeur pour les réfugiés sahraouis. Elle fait à elle seule 65% de tous les besoins exprimés par les Sahraouis et donc elle passe très très loin devant l'Espagne et encore moins devant les agences onusiennes. Oui. Alors, Monsieur Ayashi, justement, vous ne pensez pas aujourd'hui que cette déclaration, que cette position, ce revirement, cette volte-face, appelez-le comme vous le souhaitez, parce que je pense que ce n'est pas du tout les adjectifs qui manquent, est-ce que ce n'est pas un camouflet aujourd'hui pour Rabat qui, à un moment donné, et qui, jusqu'à ce discours qui a été prononcé, se targuait justement d'avoir pu détourner l'Espagne de sa position traditionnelle? D'abord, moi, je suis de ceux qui pensent que le Marzen et le roi n'ont pas eu le temps encore de savourer la volte-face de Sánchez, puisqu'elle ne date que de 5 mois. Donc, ça n'a pas encore fait bouger les lignes sérieusement en faveur de Rabat, que déjà l'Espagne rétropédale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et nous allons, de toute évidence, vers une correction
de la position de l'Espagne sur le dossier du Sahara occidental. Et bien entendu, c'est un camouflet de plus, c'est un déboire de plus, c'est une défaite de plus pour la diplomatie du Marocain, pour la diplomatie marocaine, qui ne fait qu'enregistrer défaite sur défaite maintenant en l'espace à peine de 15 jours. Et bien entendu, c'est les calculs de Rabat qui étaient celles de pouvoir avoir le plus de monde possible qui s'aligne sur les thèses marocaines, il n'y en a plus. C'est-à-dire, c'est le contraire qui est en train de se passer. Elle pensait pouvoir avoir un effet d'entraînement après le fameux tweet de Trump de novembre 2020, mais en fait, non, il n'y a pas grand monde qui suit. Et là, c'est la faillite pour la diplomatie marocaine, qui nous a habitués d'ailleurs depuis maintenant un moment à une médiocrité profonde. Oui, justement, parce que vous dites que ça n'a pas été suivi des faits. Effectivement, depuis le début de cette année 2022, on voit que vraiment Rabat va de camouflet en camouflet, et que sur la scène diplomatique, elle est en train carrément de perdre du terrain. Et on va le voir pourquoi. Parce que non seulement, alors Pedro Sanchez, sur lequel Rabat comptait énormément pour faire valoir son plan d'autonomie, vient de faire volte-face. Donc il faut aussi revoir ses calculs avec l'Espagne. Mais il y a également cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme, M. Kantibala, la Cour d'Arusha en Tanzanie, qui vient de se prononcer justement en faveur du dossier sahraoui, en déclarant effectivement que ce dossier sahraoui est un dossier de décolonisation ou de colonisation ou d'occupation. Les trois vont avec. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Kantibala? Justement, il faut faire le lien entre ce que vient de décider la Cour des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine et avec ce que je disais tout à l'heure à propos de Pedro Sanchez. Cette Cour, en fait, demande aux États africains de s'abstenir de tout ce qui pourrait aggraver le cas du peuple sahraoui, déjà extrêmement délicat, et de conforter la colonisation et les crimes, par conséquent, qui sont commis dans ce territoire et contre ce peuple. Or, ce qu'a fait Pedro Sanchez en détournant la position de l'Espagne, justement, quelque part, même si il ne s'agit pas ici de l'Espagne en ce qui concerne la Cour africaine, mais le sens y est. C'est-à-dire que les personnes morales ou individuelles qui participent à l'aggravation de la situation du peuple du Sahraoui et confortent le crime qui est commis au Sahara occidental devront être responsables de leurs actes. Et donc, effectivement, la Cour africaine, pour y revenir, sa décision est historique parce qu'elle conforte cette construction juridique qui se fait autour du peuple sahraoui depuis le 16 octobre 1975, date de l'avis du CIJ, qui a conforté le peuple sahraoui dans ce droit à l'autodétermination, suivi par la suite d'un certain nombre de décisions, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale ou que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, et par la suite devant les juridictions européennes à travers la CIJUE. Oui. Et donc tout cela, c'est toute une construction juridique qui conforte le peuple sahraoui et le mène directement sur la voie de la victoire future. Et donc j'aimerais dire un petit mot aussi, si vous le permettez, à propos de ce que vient de dire M. Ayashi et du soutien humanitaire accordé au peuple sahraoui, dont se targuent régulièrement des politiciens espagnols, et que, je l'avoue, les Sahraouis sont fatigués de ce discours. En fait, le plus grand protecteur des Sahraouis, c'est l'Algérie, sans aucun doute, depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Et il n'en fait pas étalage, c'est tout à son honneur. Alors qu'on assiste à toute une noria de politique espagnole qui régulièrement rappelle aux Sahraouis qui sont les premiers contributeurs, fallacieusement d'ailleurs, qui sont les premiers soutiens humanitaires, ce qui n'est pas vrai. Et quelque part, les Sahraouis rejettent cela et ils considèrent que le premier devoir de l'Espagne eût été
décoloniser correctement le Sahara occidental et non pas l'embourber et le mettre dans une telle situation dramatique telle qu'elle a fait à partir de ses déclarations de principe de 1975 et par la suite, tout récemment, avec Pedro Sanchez et sa politique complètement étrange, illégale et même criminelle. Oui, très bien. Monsieur Saïd Ayachi, alors cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme est une gifle directe adressée, je dirais, au Maroc, à Rabat. Laissez-moi, si vous le permettez, pour terminer avec Pedro Sanchez, pour dire que, en fait, nous nous posons cette question, nous donnons à cette appréciation, parce que tout simplement, l'Espagne a un rôle historique dans le dossier du Sahara occidental, et la position de l'Espagne est très intéressante dans le processus politique, puisqu'elle est encore la puissance administrante. Oui, oui. Et par conséquent, c'est très important de suivre l'évolution de changement de la position espagnole. Quant à l'arrêt, c'est un arrêt, hein, c'est une cour de justice, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Moi, je dis que c'est un véritable tremblement de terre. C'est un véritable tremblement de terre. Et depuis qu'il y a le dossier sahraoui, il n'y a jamais eu un texte aussi net et aussi direct contre le Makhzen et le roi. D'abord, il dit, oui, vous êtes au Sahara occidental, c'est une occupation. C'est clairement dit, on n'en parle pas. Oui. Et puis, vous ne voulez pas du droit à l'autodétermination, mais ça veut dire que vous donnez le droit, vous, de violer tous les autres droits. Le droit d'abord de l'homme. Il reconnaît le Maroc comme étant un État occupant. Bien entendu. Et puis, les magistrats donc, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont fait toute une série d'analyses sur les points. Par exemple, ils ont convoqué l'article 20 de l'acte constitutif, qui est très clair, qui dit si un membre de l'Union africaine est agressé, tous les autres membres doivent l'assister et pour répondre aux membres agresseurs. Et donc ça, c'est très important. Ils n'ont pas traité avec l'agresseur. Ça, c'est très important. Et puis, j'ai noté aussi que dans le texte de l'arrêt de la Cour africaine, le Sahara occidental est appelé encore plus clairement la République arabe sahraoui démocratique. C'est très important. Oui. Et puis après, on a parlé, bien sûr, la Cour africaine des droits de l'homme a parlé de l'autodétermination, du devoir pour les États membres de libérer l'Afrique, ce qui a été le thème central lors de la naissance de l'OUA par les pères fondateurs en 1963. C'était d'abord décoloniser l'Afrique. Et là, la Cour leur rappelle que c'est ça le droit fondamental de l'Union africaine qui est héritière de l'Organisation de l'Unité africaine. Oui. Et ensuite, elle dit aux mêmes membres, vous avez le devoir de soutenir le peuple sahraoui en interne, en tant que la race, en tant que membre fondateur de l'Union africaine, mais aussi à l'international, c'est-à-dire aller plaider pour le peuple sahraoui auprès des autres États de la planète. Absolument. Et donc, c'est un appel très vigoureux, très important, qui a été réalisé par les magistrats de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je crois que maintenant, ce texte, qu'on peut appeler fondateur, en tout cas, dans la trajectoire du dossier du conflit du Sahara occidental, va interpeller en premier les chefs d'État africains. Et là, si vous me permettez, je rappelle une chose. Allez-y. En mars 2021, l'Algérie, par la voix de son président Abdelmajid Tebboune, avait convoqué un sommet dans le cadre du Conseil Paix et Sécurité, lequel Conseil Paix et Sécurité, et le président Tebboune avait insisté, il avait dit on souhaiterait avoir des décisions concrètes et exécutées sur le terrain. Et le Conseil Paix et Sécurité, effectivement, a eu de belles décisions qui ont été prises, malheureusement qui n'ont pas été encore suivies d'exécution. Et là, c'est très bien, parce que la Cour vient rappeler maintenant que la situation est claire, il y a un occupant, il y a un peuple qui est agressé, il y a des droits qui sont violés, et donc c'est à vous, messieurs, les chefs d'État, de prendre vos responsabilités. Effectivement. Alors, vraiment, c'est un deuxième coup dur pour Rabat en l'espace de moins d'une semaine. Vous savez pourquoi c'est un coup dur? Je crois que c'est le coup de grâce. Vous savez pourquoi c'est un coup dur? Oui. Parce que tout simplement, après 30 ans d'absence au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, puis de l'Union africaine par la suite, le Maroc n'est pas revenu pour rien. Le Maroc, conseillé par ses amis, est revenu pour exclure la race de l'Union africaine parce que l'Union africaine le gêne.
dans ces projets de colonisation. Parce que l'Afrique a une ADN anticolonialiste et tous les pays qui siègent à l'Union africaine ont souffert du colonialisme. Et par conséquent, le Maroc, maintenant, veut se débarrasser. Il ne faut pas que le dossier reste au niveau de l'Union africaine. Donc, on va exclure la race. Ce que, bien sûr, c'est une Libye, c'est un délire de la part de la diplomatie marocaine. Mais il a fait autre chose. Il a dit, si je n'arrive pas à exclure la race, je vais dynamiter l'Union africaine, je vais créer des turbulences à l'intérieur de l'Union africaine. Oui. Et c'est pour ça qu'il a plaidé pour l'admission d'Israël comme membre observateur et l'Algérie avec l'Afrique du Sud s'ils sont fermement opposés. Oui, je crois que c'est la seule tâche qu'il fait avec beaucoup de plaisir et surtout avec beaucoup de professionnalisme, c'est-à-dire celle de diviser pour mieux régner. Monsieur Kantibala, comme je disais à M. Saïd Ayachi, au fait, c'est un deuxième coup dur, sans parler du coup de grâce qu'on considère comme étant tel, celui de Pedro Sanchez, donc tout dernièrement, ça ne date pas plus loin que hier. Mais il y a également cet autre aspect, et bien sûr, comme le temps ne nous permet pas d'aller encore plus loin, je vais quand même le citer, donc le Front Polisario qui s'est félicité de la décision, Monsieur Kantibala, du Conseil d'État français sur les importations agricoles depuis les territoires sahraouis. Ce qui veut dire qu'ils ont interdit de traiter ou de laisser des marchandises agricoles rentrer dans leur territoire si elles provenaient des territoires sahraouis. Encore un autre coup dur, n'est-ce pas, Monsieur Kantibala? Oui, tout à fait. C'est très important. Toute action de ce genre venant de la France et quelque part devrait être sentie comme un séisme à Rabat, car jusque-là, la France, grand protecteur du Maroc, commence quelque part elle-même à se préparer à ce que va être définitive sur le plan juridique lorsque cette affaire portée à la Cour internationale de justice européenne sera définitivement clos et les recours portés seront définitivement déboutés. La France, tout comme les autres États européens, n'iront pas détruire l'architecture juridique européenne pour une folie marocaine qui s'appelle occupation du Sahara occidental. Donc, ils se désintéresseront complètement de toutes les actions à la fois colonialistes, exploratrices, criminelles du Maroc au Sahara occidental. Autrement, ils seront eux-mêmes responsables d'une façon directe ou indirecte de ce qui se passe au Sahara occidental. La Cour de justice européenne est très claire dans les arrêts précédents. Le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires distincts et séparés et aucun accord ne pourrait être conclu entre l'Union européenne et le Maroc qui couvrirait le Sahara occidental. Même pas d'artifice, même pas d'extension, même pas rien. Rien. Le Maroc n'a rien à faire au Sahara occidental et on ne peut rien conclure juridiquement avec lui concernant le Sahara occidental. Le coup dur extrêmement important vient aussi de cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les Africains entendent eux aussi bâtir une architecture juridique fondée sur le droit, sur la justice, sur la légalité et conformément à leur histoire de lutte anticoloniale. Oui. Et on s'attend à ce que le Maroc, avec une légèreté coupable, dira encore, comme dira Hassan II, qu'il s'agit là de décisions d'Africains. Hassan II avait qualifié les conférences péjorativement parlant. Pardon? C'est une façon d'être un petit peu péjoratif dans le terme, dans le verbe. Parce que pour lui, c'est juste africain, quoi. Tout à fait, mais le Maroc s'est toujours comporté avec un dédain vis-à-vis des décisions de l'Afrique, parce qu'il est l'élève du colonialisme. Mais les Africains ne sont pas prêts d'accepter un tel esprit colonialiste et autant. Ils ont la volonté de résoudre leurs problèmes selon leur culture et leur histoire. Merci beaucoup. J'aurais au fait voulu aussi revenir sur le fait qu'aujourd'hui il y a des manipulations marocaines de Rabat sur le plan diplomatique pour justement faire du Front Polisario un front terroriste et le mettre donc dans une stigmatisation qui va à l'encontre même de l'essence de ce qu'est le Front Polisario. Mais hélas, le temps ne nous suffit pas. Je vous remercie, Monsieur Kantibala,
Bala, vous êtes journaliste sahraoui, mais également militant. Je vous remercie, Monsieur Saïd Ayachi, d'avoir pris part à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes le président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.